18h à Alger, bienvenue, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour édition spéciale, votre rendez-vous quotidien de décryptage et d'analyse de l'actualité géopolitique internationale. Une actualité justement qui va nous permettre aujourd'hui de revenir sur les relations algéro-françaises à la veille de la visite de la première ministre française Elisabeth Borne à Alger. Elle sera accompagnée justement de plusieurs chefs d'entreprise, mais surtout de 16 ministres. C'est historique dans l'histoire des relations algéro-françaises. À l'ordre du jour, alors, plusieurs dossiers, notamment économiques, que nous allons tenter justement aujourd'hui d'anticiper avec notre invité du jour. Il nous vient tout juste et tout droit de Paris. Pascal Hérault, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Al24 News. Bonjour Monsieur Bakache. Je rappelle que vous êtes journaliste au journal L'Opinion. Quotidien L'Opinion en France, dernier quotidien né de la presse française en 2013. Très bien, merci. Nous sommes heureux de vous accueillir ici. Et donc, je disais, avant de lancer le débat avec vous, parlons du déplacement de Madame Borne en Algérie. J'aimerais évoquer avec vous un peu la situation économique en Europe et en France plus particulièrement, et notamment la question de l'énergie qui, j'imagine, occupe tous les esprits actuellement. Mais juste avant de vous donner la parole et la possibilité de répondre à nos questions, je vous propose d'écouter Madame Borne qui s'exprimait justement au sujet de la sobriété énergétique. Écoutons Madame Borne avant de revenir au débat. Avec l'urgence de la transition énergétique, puis l'appel du président de la République, la sobriété s'est imposée comme une nécessité. Vos présentations l'ont montré, la sobriété énergétique, ça n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance. C'est éviter les consommations inutiles et ne pas consommer tous au même moment. Nous nous sommes fixé un objectif, baisser de 10% notre consommation d'énergie dans les 2 prochaines années. C'est le défi que j'avais lancé lors des universités du MEDEF cet été. Celui de miser sur la responsabilité collective et non sur la contrainte. La baisse de la consommation d'énergie doit s'inscrire dans le temps long. Ce n'est pas un effet de mode le temps d'un hiver, c'est une nouvelle manière de penser et d'agir. Ce n'est pas une question de principe ou d'idéologie, il en va de notre transition écologique, il en va de notre souveraineté, il en va de notre pouvoir d'achat. Allez, sans plus attendre, place au débat avec notre invité du jour, Monsieur Hérault. Monsieur Hérault, sobriété énergétique donc pour les 2 prochaines années. À quoi les Français doivent-ils s'attendre désormais ? Ils doivent s'attendre à un hiver difficile. Bien sûr, il y a ces questions de transition énergétique, cet amorçage qui a été fait et qui s'inscrit dans le temps long. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans une crise avec des effets de la guerre en Ukraine très importants sur le plan de l'énergie. Une baisse des exportations gazières de la Russie qui impacte toute l'Europe. Alors nous, en France, on a une certaine protection parce qu'on a une énergie nucléaire. Oui. Mais ça atteint toute l'Europe. Donc, la communauté s'organise aussi pour répartir un petit peu les risques. Donc, ce que fait la France, elle prépare les esprits. C'est, comme l'a dit la Première ministre, c'est sur la base du volontariat. Chaque geste va compter cet hiver. Je ne sais pas quelle va être l'évolution des températures dans les prochains mois, mais si elles sont très basses, il va falloir faire des efforts. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça représente ? Il va falloir, sur la base du volontariat toujours, qu'on baisse nos thermomètres à 19 degrés, nos chauffe-eau, je crois que la limite est fixée à 50 degrés. Si possible, acquérir des pompes à chaleur qui sont moins consommatrices. Les industriels, les collectivités locales seront aussi mises à contribution, c'est-à-dire par exemple les éclairages inutiles la nuit, peut-être les baisser. Lors des pics de pollution, on aura aussi des petits signaux, vert, rouge. Là, vous savez, on est en surconsommation, il faut faire des efforts. On nous demande, en gros, le slogan, c'est « je baisse, j'éteins, je décale ». Je décale, par exemple, ma douche que je ne prends pas à l'heure du pic de consommation. Voilà. Tout ça, ça va se traduire par... L'objectif, c'est de ne pas utiliser l'énergie au même moment, en fait, c'est ça ? Voilà, tous ensemble. On sait très bien que tous les jours, il y a des pics de consommation à certaines heures. Donc, c'est essayer de mieux répartir, mieux lisser dans le temps la consommation d'énergie des Français. Alors, ça ne va pas être facile, hein. On était habitués, nous, en France, les questions de l'eau, les questions d'électricité. On a été sauvegardés, on n'a pratiquement jamais de coupure, tout ça, a demandé de faire un effort aux Français. Vous connaissez le peuple français, il est un peu rétif à tout effort collectif, donc il va falloir qu'on se conditionne aussi et qu'on se prépare à tout cela. Certains ménages joueront le jeu, d'autres certainement moins.
Le problème, Monsieur Aurès, c'est que l'énergie, ce n'est pas justement seulement une question de chauffage, c'est une question d'économie, d'industrie. Comment faire justement si certaines industries françaises sont confrontées à des problèmes d'approvisionnement énergétique en gaz, électricité ou autres? Alors, les entreprises qui vont être les plus touchées, c'est celles qui sont consommatrices, budgétivores en gaz. Oui. Donc, on sait que toute l'industrie de la pétrochimie, de la métallurgie, de l'industrie plastique, toutes ces énergies sont très fortement consommatrices. Donc, il y a des difficultés pour elles. Ça va se répercuter sur leur coût de production aussi qui vont être beaucoup plus importants. Il y a peut-être des idées, des solutions à trouver. À partir du moment où on atteint l'objectif de baisse globale de 10%, je pense qu'on va pouvoir répartir les risques. N'empêche, les coûts seront plus importants. Il y a peut-être certaines entreprises qui doivent penser à d'autres solutions, des colocalisations, pour essayer d'aller sur des marchés où l'énergie est moins chère, est abondante. Et bon, on peut penser à l'Algérie. Très bien. Justement, Madame Borne est à la tête de ce gouvernement. C'est le 3e gouvernement de l'ère Macron, si je ne m'abuse. Et elle est là depuis 3 mois. Quel bilan tire-t-on déjà donc, du passage de Madame Borne à Matignon depuis ces élections législatives et ce contexte politique que nous connaissons et qui a été marqué justement par la perte de la majorité absolue à l'Assemblée nationale? Je crois que c'est un peu tôt pour tirer un bilan. 3 mois, on a un nouveau gouvernement. Vous savez comment ça se passe quand les équipes s'installent. Il faut reprendre le dossier, il faut mettre en place les politiques. Elle n'a pas le charisme d'Édouard Philippe. Elle n'a pas la bonhomie de Jean Castex. Mais elle est réputée sérieuse dans le traitement de ses dossiers. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est très expansif. Ce n'est pas forcément une experte de la communication. C'est pas une politique. Je crois qu'elle essaye quand même de tracer la voie qui est fixée par le président. Elle hérite d'une situation qui est assez difficile. Vous savez, on a une économie mondiale qui s'est fortement contractée avec la crise sanitaire. On était passé sur un rebond, une sortie de crise avec une reprise de la croissance. Et puis, les effets de la guerre en Ukraine se font ressentir. Donc, on a une inflation en France. Je crois qu'il va atteindre plus de 6%. Exactement. Là, on est dans des perspectives de croissance de 2,6%. 2,2 d'après. Enfin, ça dépend des chiffres. L'État dit 2,7 d'ici la fin de l'année. D'autres économistes sont un peu plus pessimistes. Et ça pourrait être encore moins. Si les prix de l'énergie continuent à grimper, vous avez vu la réunion de l'OPEP qui s'est tenue récemment, on va baisser de 2 millions de barils la production mondiale. Si ça se répercute sur les prix de l'énergie, ça risque d'avoir un impact encore plus important. Très bien, très bien. Il est indéniable justement que la crise russo-ukrainienne pèse plus ou moins lourd sur toutes les économies européennes avec des conséquences sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat ou encore sur l'emploi. Est-ce qu'à terme, la France s'attend à rentrer en récession comme l'annoncent certains experts et à leur tête justement des experts de l'OCDE? Oui, c'est le risque qu'on repasse sur une croissance à 0%. Alors, à un moment donné, on parlait de stagflation. Oui, c'est le grand mot, c'est le grand mot à la mode. Je pense que plus la crise durera, enfin les effets de la guerre en Ukraine se feront ressentir, et plus l'économie européenne en pâtira. On voit bien aussi que la dynamique des marchés mondiaux est assez faible. Chez nous, le pouvoir d'achat va pratiquement être à zéro cette année, dans un contexte d'inflation assez fort. Alors le gouvernement fait des efforts quand même pour aider le consommateur, mais les temps... Ils refusent de plafonner le prix de l'énergie. Les temps s'annoncent difficiles. Oui. Le président Macron donc a déclaré récemment que le temps de l'abondance était terminé, une déclaration qui a suscité moult et différentes réactions des différents bords et des différentes sensibilités politiques. En France, quelle lecture faites-vous de cette déclaration, vous ? Je pense que c'est un homme politique qui doit anticiper, prévoir, planifier. Il a besoin de prévenir les Français. Les mesures qu'on est en train de prendre actuellement vont avoir un impact sur leur vie quotidienne. Il y a d'importants chantiers sur l'assurance chômage, sur les retraites.
aussi à faire passer dans un contexte difficile. Donc je pense qu'il est en train de leur expliquer que le temps de l'abondance, enfin d'une certaine abondance, parce que quand on regarde la fourchette des salaires en France, on a plus une très grande majorité de Français qui sont entre 1 400 et 2 000 euros et qui tirent les deux bouts tous les mois, parce que quand vous avez 40% de votre salaire qui part dans le logement et une grande partie dans l'alimentation, tout ça. Et bientôt dans l'énergie. Donc je pense qu'il veut prévenir les Français. Ça va être une période difficile. Et je pense que tant que ce conflit ne se terminera pas, les effets sur l'Europe seront très importants. Justement, il a chargé le gouvernement de Madame Borne de faire passer donc deux lois qui font beaucoup réagir au sein de la classe politique, mais aussi de la société française. Il s'agit bien, vous venez de le dire, de la réforme des retraites, mais aussi de la réforme du chômage, tout simplement. Est-ce que vous pensez que Madame Borne est la bonne personne justement pour pouvoir mener le débat au sein de l'hémicycle et faire voter ces deux lois? L'avenir le dira. Je n'arrive pas à lire dans la boule de cristal. Oui. En tout cas, on peut s'attendre à une opposition acharnée de l'opposition sur tous ces textes de loi. Les dernières élections législatives ont donné une assemblée assez inédite dans l'histoire de France. Enfin, il y a eu des cohabitations, mais les cohabitations étaient menées par le gouvernement de l'opposition. Oui. Là, cette fois, on a un président qui gouverne avec une majorité très relative, et qui doit trouver des alliances pour faire passer chaque texte de loi. Donc, par exemple, la gauche, NUPES, va sur ces questions sociales, sur ces questions de préservation du pouvoir d'achat, des retraites des Français, va monter au créneau, commence déjà à monter au créneau. Donc ce ne sera pas des dossiers faciles à faire avancer. Et vous savez que la réforme des retraites en France, on en parle depuis des lustres. D'autant plus. Chaque gouvernement a essayé de faire passer sa réforme, et à chaque fois, ça a été pour des raisons essentiellement politiques, reléguées au calendrier. Oui. Le dernier, c'était M. Sarkozy qui voulait faire passer l'âge du travail donc à 67 ans. Il n'a pas réussi, il a dû reculer. Justement, Mme Borne et Emmanuel Macron, l'exécutif français, devra composer avec une partie justement de l'hémicycle et de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Je veux bien sûr parler d'une partie de l'extrême droite française. Est-ce que cela poserait-il un problème Je pense que c'est plus avec la droite. Oui. Avec la droite classique, on pourra trouver des majorités. On sait qu'historiquement, comme vous l'avez rappelé, le président Sarkozy avait défendu ce dossier de l'allongement du départ à la retraite, qui est une réalité européenne. Au passage, quand on regarde la plupart des pays, ils sont en train de faire ça. Sauf qu'en Allemagne, ça se négocie de branche à branche, souvent dans un esprit de consensus entre les syndicats, les patronats. C'est beaucoup plus fluide. Chez nous, c'est très consensuel. Voilà, c'est beaucoup plus consensuel. Chez nous, c'est très politisé aussi. Donc, ça va être une question difficile. Très bien. Ouvrons à présent le dossier de la coopération entre l'Algérie et la France. Donc, vous venez d'ailleurs de publier un article intitulé « À Alger, les 5 grands chantiers d'Elisabeth Borne ». Quels sont ces 5 grands chantiers d'Elisabeth Borne à Alger, Monsieur Hérault? Ça reste un article de journaliste, c'est une perception. Non, mais je pense qu'il y a la question mémorielle. Ça fait des années qu'on en parle. Les deux présidents l'ont abordé. Ne pensez-vous pas que c'est plutôt l'apanage des deux présidents, justement, cette question mémorielle? Oui, c'est l'apanage des deux présidents. J'avais interviewé le président Tebboune en juillet 2020. Oui. Il en parlait, ce besoin de travail de mémoire entre les deux pays. Alors, le travail s'est fait préalablement du côté français, essentiellement. C'est sur la base du rapport Stora qui a remis son rapport, et il y a un certain nombre de séquences mémorielles, reconnaissance de meurtres de la France notamment, et puis il y a un certain nombre de gestes de répression à Paris aussi qui ont été faits. On voit bien qu'il y a aussi une articulation avec la politique intérieure. On travaille aussi des niches, les harkis, les rapatriés, qu'on appelle plus globalement les pieds noirs, les soldats qui ont fait la guerre. Maintenant, je crois qu'il est temps d'entreprendre un véritable travail à 4 mains, pas d'une seule mémoire, parce que la mémoire, c'est un processus. Chacun a sa mémoire, chacun a son traumatisme de la guerre d'Algérie. Donc il y a cette commission mixte. Il y a cette commission mixte justement qui a été annoncée par les deux présidents. Voilà, qui doit être mise en place. On attend d'avoir sa composition exacte. Apparemment, c'est un travail qui va s'orienter sur plusieurs années. Il va y avoir l'ouverture
d'archives nationales. On va travailler aussi sur des dossiers un peu connexes, comme la question du nucléaire. Oui. Vous savez que la France a réalisé des essais dans le sud algérien. Donc, nous, on a une loi en France qui s'appelle la loi Morin pour la reconnaissance et l'indemnisation. L'indemnisation des victimes des essais nucléaires français en Algérie. Ouais. Il y a une commission aussi franco-algérienne ou franco-algérienne qui se réunit assez régulièrement, mais bon, jusqu'à présent, on ne voit pas bien les effets. Il y a un seul Algérien qui a été indemnisé. Exactement. Pour ce qui s'est passé, donc on doit avancer sur cela. Il y a la question de la dépollution des sites aussi. Exactement. Alors là, il y a actuellement, d'après ce que je comprends, mes informations au sein de la commission, il y a un peu des débats. Est-ce qu'on doit dépolluer les sites alors que c'est des zones pas très habitées ou pas du tout habitées, ou est-ce qu'il vaut mieux pas mettre cet argent de côté pour qu'il serve à d'autres investissements plus intéressants? Enfin, toutes ces questions-là devront être réglées. Il y aura bien sûr les questions de la circulation des personnes entre les deux vives. On sait que c'est question des visas entre la France et l'Algérie, oui. C'est un dossier assez à vif. La France, quand il y a eu, à l'issue de la crise, a fortement réduit la délivrance de visas. On était, je crois, à plus de 54% de refus. Avec la crise sanitaire, l'Algérie, les laissez-passer pour la reconduite des clandestins ont ici fortement baissé. Justement, est-ce que la France utilise ce dossier comme un moyen de pression ou un contrepoids politique pour obtenir plus d'intérêt, peut-être économique en Algérie? Je ne pense pas pour obtenir plus d'intérêt économique. Je pense que l'arme des visas est utilisée pour avoir en retour les fameux laissez-passer consulaires. Vous savez qu'il y a une opinion publique aussi en France, et vous l'avez vu, l'extrême droite qui commence à prendre de plus en plus de place dans le champ politique. Donc, même le gouvernement, même un gouvernement, on peut dire centriste, libéral-centriste, comme celui actuellement en France, va sur ces sujets-là et veut montrer qu'elle a des résultats. Donc on utilise l'arme des visas comme un moyen de pression. Et vous savez que pour l'Algérie, c'est important aussi ces visas. Vous avez beaucoup de familles, vous avez des étudiants algériens qui viennent en France, les familles veulent les visiter. Il y a des échanges économiques, il y a des universitaires, il y a des artistes qui viennent régulièrement. Donc voilà. Mais on s'est parlé franchement. Il y a eu plusieurs rencontres entre les deux présidents, les ministres de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur français est allé rendre visite aussi au nouvel ambassadeur de France en Algérie. Donc c'est un dossier qu'on prend de manière, j'ai l'impression, franche maintenant. On parle des choses et les derniers chiffres qu'on nous donnait, notamment du côté algérien, l'Algérie a repris la délivrance de laissez-passer consulaires au même niveau d'avant-crise sanitaire. Et du côté français, maintenant, on attend aussi que la délivrance de visas revienne aux standards normaux d'avant la crise. Très bien. Concernant les dossiers économiques, quels sont les chantiers que Mme Borne aimerait aborder ici en Algérie avec ses homologues algériens, rappelant quand même que 16 ministres, pas moins de 16 ministres, l'accompagnent lors de ce déplacement? Dont Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Je crois que lors de la visite du président Macron, on a déjà un peu balisé le terrain. Il y a plusieurs sujets d'intérêt commun. On a une coopération historique dans le domaine de l'énergie, des sociétés comme Total, comme Engie. On a aussi dans l'agroalimentaire et dans la pharmacie des partenariats, des JV, ça marche assez bien. Je pense qu'on a raté où le niveau d'investissement des PME, ETI françaises n'est pas suffisant en Algérie. Je pense aussi nos entreprises ont tendance aussi souvent à surévaluer le risque africain. C'est-à-dire, on dit c'est trop compliqué. Bon, vous savez, je n'ai rien à vous apprendre. Il y a de la bureaucratie dans ce pays. Le président Tebboune a décidé de lutter contre cette bureaucratie. Justement, une nouvelle loi sur l'investissement vient d'être adoptée et promulguée pour permettre aux investisseurs étrangers de revenir en force en Algérie. Et l'on s'attend justement que parmi ces investisseurs, les entreprises françaises soient de la partie.
Oui, c'est une bonne chose. Je crois que là, maintenant, on a un cadre qui va rester stable. Pendant 10 ans. Un cadre de 10 ans. Vous savez, qu'est-ce que veut un entrepreneur? Il veut de la lisibilité. Il veut sécuriser ses investissements. Il veut des taux de change qui restent à peu près au même niveau. Toutes les réformes en cours en Algérie, je pense, vont dans le bon sens. Et sur ces dossiers économiques, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout l'avenir de l'économie mondiale. Le dossier des métaux rares, par exemple, qui sont utilisés. Dans l'Algérie détient a priori 20% des réserves mondiales. Donc tout ça, c'est utilisé dans les nouvelles technologies, l'aérospatiale et tout ça. C'est des chantiers très importants. Il y a l'hydrogène aussi. Oui. L'hydrogène, ça fait partie de l'énergie du futur. Donc je pense que ces grandes questions vont être abordées. Je pense que si les Français s'inscrivent dans la nouvelle orientation économique de l'Algérie, et vous savez, au sud de la Méditerranée, en Afrique subsaharienne, certaines entreprises françaises, par le passé, ont eu un peu trop de tendance à considérer que c'était des marchés acquis, marchés de papa, comme on appelait ça. Auparavant. Si on a le bon levier politique avec le président. Non, aujourd'hui, le monde a changé, il est intermondialisé. Vous avez vu l'offensive des entreprises turques au niveau mondial, les Chinois sont là, et tout le monde s'inscrit dans une compétition. Donc les entreprises françaises font face à une concurrence rude en Algérie qui sont très importantes. Donc elles doivent être plus offensives, elles doivent travailler dans le long terme. Et nous, le problème, on a certains conseils d'administration, notamment d'entreprises du CAC 40 ou dans les boards, on a tendance un peu à surévaluer le risque ou alors pas prendre la mesure du potentiel africain, qui est un marché qui se travaille aussi sur le long terme, avec des investissements longs, mais avec une rentabilité à la fin qui est importante. Quand on regarde simplement l'essor démographique, l'essor des villes africaines et tous les chantiers qu'il y a à bâtir sur ce continent, c'est très important. Et dernier dossier, à mon avis, sur lequel la France et l'Algérie peuvent s'entendre, peuvent coopérer. Il y a déjà un dialogue diplomatique très important sur les questions politiques, notamment sahéliennes, la Libye, le Mali, enfin le Sahel, oui. le Sahel en général. Mais je crois que si l'Algérie réalise tous ces grands chantiers d'infrastructures, la Transraharienne, le pipe avec le Nigeria, oui. Je pense que ça peut devenir une porte-entrée ou une base de projection. Et puis c'est aussi la profondeur stratégique de l'Algérie, le sud du Sahara. Je pense que ça peut devenir une base de projection d'économie ou de coopération économique tripartite pour aller sur ces marchés-là. D'autant plus que l'Algérie a repris pleinement son rôle au sein de l'Afrique. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune l'a rappelé justement et a bien signifié au président Macron qu'il fallait désormais composer avec l'Algérie pour pouvoir se développer économiquement en Afrique. Je crois que la principale difficulté de l'Algérie, lors des 2 derniers mandats du président Bouteflika, c'est qu'il y avait, pour des raisons de santé, il y avait une absence d'une figure incarnant la présidence sur le plan international, bien qu'il y ait toujours eu des très bons diplomates en Algérie, mais ça manquait. Aujourd'hui, il y a cette ambition retrouvée. D'après mes informations, il y a un important chantier aussi en matière de diplomatie économique qui a été lancé au ministère des Affaires étrangères. Il y a eu, avant qu'ils partent, les conseillers économiques en poste, des réunions avec les différentes organisations patronales du pays pour essayer de trouver un peu quelles sont les potentialités, qu'est-ce qu'on peut explorer. J'ai l'impression, quand on regarde rien que les statistiques, vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois qu'on passe à 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures cette année. Oui, on était annoncé par le gouvernement. À 2 milliards, à moins de 2 milliards en 2018 ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est une tendance qui va se poursuivre et je pense qu'il y a des partenaires internationaux qui y réfléchissent déjà. Monsieur Hérault, comment la visite de Madame Borne et d'une majeure partie du gouvernement est-elle perçue à Paris? Vous savez, avec les difficultés qu'on a en France, et le fait aussi que dans les grands médias, on passe d'un sujet d'actualité à l'autre,
je ne sais pas, moi je ne suis pas à Paris actuellement, comment ça va sortir. Ce qui est sûr, il n'y a pas une unanimité. Vous connaissez les relations passionnelles un peu qu'entretiennent nos deux pays. Je crois qu'il y a des gens qui sont très contents d'une reprise des relations entre les deux pays. Sur les questions mémorielles, on lance enfin un grand chantier. Il y a toujours des lobbies anti-algériens en France aussi qui font leur chou gras, qui font leur chou gras sur cette relation. Dès qu'il y a un petit quoi, qu'on a tendance à le surgonfler. Je pense que c'est pour ça que c'est assez essentiel que cette visite se déroule bien, que les ministres des deux côtés travaillent. Je pense qu'au-delà de la relation entre les deux chefs de l'exécutif, je pense qu'il faut que ça énerve maintenant. Ils ont beau être visionnaires, ils ont beau avoir... Si derrière, au niveau des ministères, des secrétariats généraux, des directions de département, des conseillers, des opérateurs économiques des deux rives, ça énerve pas, je pense qu'on n'arrivera pas à donner cet élan nécessaire. Il y a des choses qui marchent déjà très bien dans le culturel, les échanges d'artistes, tout ça, mais sur ces questions-là géostratégiques ou économiques, je pense qu'il faut plus que la volonté des deux chefs d'État. Il faut qu'ils arrivent à entraîner derrière eux tout leur écosystème, et vous savez que les écosystèmes des deux côtés souvent sont empreints aussi beaucoup de corporatisme ou de bureaucratie, et je pense que c'est là vraiment le nœud. Et si on arrive à débloquer ce nœud-là, je ne doute pas qu'on arrivera à lancer de grands chantiers, à retrouver une relation apaisée et s'inscrire dans l'avenir. Très bien, le débat est passionnant, Monsieur Ayrault. Le temps passe vite. Une dernière question. La presse française parle justement de regagner la confiance de l'Algérie sur le plan économique. Vous avez vous-même évoqué une certaine exagération parfois du risque du pays, notamment chez certaines organisations ou certaines agences de notation françaises comme la COFAS, qui exagèrent peut-être la notation du risque pays en matière d'investissement en Algérie. Comment pourrait-on justement regagner ou gagner la confiance des partenaires algériens? Je le dis en toute amitié aussi, je pense qu'il y a un travail à faire pour l'Algérie. Vous savez comment sont toutes ces agences de notation aussi mondiales. Il y a aussi une question de pression. Il y a aussi une question de communication. C'est à l'Algérie aussi de vendre ses potentialités, de vendre son pays. Ça, je pense que c'est un chantier qui va être lancé ou qui est déjà en cours. Il y a des gens qui y travaillent et ça va être très important pour... à l'heure du made in Algeria, à l'heure de l'exportation, de montrer qu'il y a un pays qui travaille ses dossiers. Un travail de marketing. Et du côté français, je vous dis, c'est essentiellement... Vous savez, j'ai l'impression que sur certains dossiers, on se repose encore sur les acquis du général de Gaulle. Et vous savez qu'on est devenu une société essentiellement de services. Alors aujourd'hui, il y a une volonté de réindustrialisation, de relancer les PME, ça va prendre un peu de temps. Mais là, il faut qu'on retrouve des stratégies offensives bâties sur la conquête des marchés, qu'on regarde bien ce que font les autres pays du monde qui ne nous ont pas attendus au tournant. Quand on regarde, comme je vous disais tout à l'heure, les entreprises turques, c'est incroyable la stratégie de pénétration. Il y a des accords politiques, mais à chaque déplacement, le président Erdogan, il y a à peu près une centaine de chefs d'entreprise. Et on signe des contrats et ça bouge et il y a du suivi et tout ça. Je pense que si on retrouve une stratégie d'ensemble avec des moyens financiers aussi, peut-être avoir plus de fonds d'investissement. Quand le président de la République va en déplacement dans un certain nombre de pays, ce serait bien qu'il vienne avec des fonds d'investissement, des chefs d'entreprise, etc. Et qu'au niveau des boards aussi des grandes entreprises, on comprenne que l'Algérie, mais l'Afrique plus globalement, est un marché d'avenir, est un marché qui comptera de plus en plus dans les décennies qui vont venir, et qu'il faut y aller, qu'il faut prendre le temps de travailler. C'est difficile, c'est 54 pays, c'est pas forcément, même s'il y a cette zone d'échange libre africaine qui se met en place, mais ça nécessite un réel effort, investissement dans l'allure. Très bien, merci
Monsieur Ayrault, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Édition spéciale touche à sa fin. Je vous donne quant à moi rendez-vous dès demain. D'ici là, restez fidèles à Al24 News.